Est-ce que déjà quelqu'un a une première réaction? Oui, Alors oui, en Elias. l'occurrence, moi j'ai une question. Sur la méthodologie que vous avez déployée sur la concertation, qui est donc vous avez innové à bien des égards. Étant donné que la question va se poser aussi pour les autres régions de France, est-ce que vous allez être dans une, est-ce que les autres régions vont peut-être vous solliciter ou est-ce que ça a peut-être déjà été le cas pour justement faire des transferts de méthodologie? Alors, les autres régions, elles sont sur les révisions de leur SRADET, c'est un peu dans le même calendrier que nous. Chacun a fait comme il voulait, comme il pouvait en fonction de ses moyens. C'était souvent quand même moins complet que ce qu'on a fait nous. Parce que je pense que voilà, eux, c'était des modifications de SRADET, nous, c'était la révision du schéma directeur, donc c'était pas la même envergure de modifications apportées. Ils ont eu des modalités qui étaient similaires aux nôtres, par exemple l'équivalent de notre conférence des territoires franciliens ou comité des partenaires, mais les modalités qu'on a mobilisées pour la concertation avec le grand public, le fait de se faire accompagner par la Commission nationale du débat public, ça, il n'y a pas d'autres régions qui l'ont fait. Okay. Je pense que c'était aussi un souhait de l'exécutif régional de faire en sorte que l'élaboration de ce schéma soit pas un truc en chambre, mais soit un truc qui associe la population. Et donc là, en fait, pour toucher les franciliens, bah, il faut mettre des moyens. Parce que les gens vont très vite, ils n'ont pas C'est beaucoup de temps de cerveau disponible, et le sujet n'est pas facile quand même. Il n'est pas Non. immédiat. ouais. Non, mais les moyens sont absolument colossaux. Je pense que tout le monde avait plus ou moins conscience qu'on avait mis les moyens pour faire les Jeux Olympiques, mais on en a peut-être un peu moins conscience qu'on en a mis autant pour faire le SRIF environnemental. C'est quand même assez fantastique. Chantal, tu avais une réaction? Oui, moi, je dois dire que, bon, effectivement, on voit là un déploiement de moyens absolument phénoménal. En ce qui concerne, pour moi, ça a été de redécouvrir, en fait, la région Île-de-France. J'ai beaucoup travaillé avec l'Institut Paris Région. Ouais. J'étais pendant longtemps d'abord inspectrice foncière à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines, et ensuite au sein du groupe central des villes nouvelles, chargée directeur général d'un groupement d'intérêt économique pour diffuser notre savoir-faire en la matière. Donc voilà, donc je connais bien les 5 villes nouvelles de la région parisienne, bien sûr, qui ont été très critiquées. D'ailleurs, on a eu un rendez-vous sur ce thème et que vous pourrez voir si vous le souhaitez. Voilà, mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus loin. Mais est-ce que les périmètres des établissements publics, donc bien sûr maintenant ils sont quasiment tous revenus dans le droit commun, sauf Marne-la-Vallée et Sénart, mais bon, ils ont participé, j'imagine, à votre débat. Oui, tout à fait. En fait, les établissements publics d'aménagement, eux directement, et également l'État, puisqu'en fait, là, c'est la région qui fait l'élaboration du schéma directeur, c'est elle qui est maître d'ouvrage. Mais je ne vous l'ai pas dit là, mais quand on a fait ce process, on a associé étroitement dans notre comité de pilotage 2 structures, l'État, le préfet de région et ses services, et puis le CESER, le comité économique, alors, il y a économique, social, environnemental, régional, qui sont dans notre comité de pilotage, qu'on a associé à toutes les procédures. Et clairement, l'État, dans son porté à connaissance, dans sa note d'enjeu, nous a signalé qu'il y avait en Île-de-France des opérations d'intérêt national. Elles ne sont pas toutes finies. À Marne-la-Vallée, il y a encore, la ville nouvelle est à moitié finie, et il y a encore un certain nombre de développements. La ville nouvelle de Sénart n'est pas finie non plus. Sur Paris-Saclay, il y a encore beaucoup de développements en cours. Donc, l'État nous a tout à fait porté à notre connaissance ces projets. J'allais dire, juridiquement, les opérations d'intérêt national s'imposent au SDRIF. Le SDRIF doit permettre c'est écrit dans le code de l'urbanisme. Donc, on a bien entendu ce message. On a travaillé de manière étroite avec l'État et avec les EPA pour comprendre leurs besoins.
Et si vous regardez la carte du SDRIF, vous les voyez bien, hein, les territoires d'intervention des EPA et des opérations internationales, ils concentrent les pastilles. Pour autant, on a eu un travail avec eux et il y a eu aussi une inflexion en tout cas peut-être pas des demandes de l'État, mais de la réponse de la région. C'est-à-dire qu'il y a dans certains territoires qui étaient vraiment beaucoup construits en extension urbaine, la région a mis des capacités d'urbanisation, mais dans certains cas un peu moins que ce que demandait l'État ou l'opérateur, considérant que tout le monde devait faire sa transition vers le ZAN, l'État et ses opérateurs comme les autres. Mais j'allais dire, voilà, ça s'est fait progressivement par boucle itérative. Et globalement, quand même, les opérations portées par l'État et ses opérateurs d'État, c'est 1/3 des capacités d'urbanisation du SDRIF. Donc, il n'y a pas que les EPA, hein, mais il y a les sites des ports, il y a des projets pénitentiaires. Enfin, voilà, si on fait la somme de tout, 1/3 des capacités d'urbanisation, elles sont positionnées sur des endroits où il y a des projets portés par l'État. Donc, voilà. Il y avait une vigilance importante de l'État et des opérateurs d'État sur l'élaboration du SDRIF, mais c'est des opérations qui contribuent à façonner fortement l'Île-de-France. Oui. Donc, voilà. Et puis qui sont quand même souvent assez... en tout cas, en phase avec les notions de ville durable, de densité, de nature en ville. Voilà, tous les sujets importants sont bien portés par les opérateurs d'État. Donc, voilà. Donc oui, c'est tout à fait pris en compte et on a eu une demande forte formulée et on y a prêté une attention importante. On avait fait un rendez-vous sur les villes nouvelles où effectivement on avait vu les différentes étapes d'urbanisation autour des villes nouvelles et le fait que c'était pas fini, effectivement. Voilà, pas dans tout en tout cas. Oui. Bruno, tu as levé la main, puis ensuite Emmanuel. Oui, alors bravo pour cet exposé hein, qui est très clair et très bien fait, bravo. Mais alors moi j'ai une multitude de questions et pour ne pas être trop long, j'en ai retenu 3. Alors la première, c'est pour établir ce schéma directeur, vous avez mis en place un dispositif de concertation extrêmement complet, dont j'imagine que bon, il y a une synthèse qui a dû être produite à un moment donné. Simplement, c'est quoi la réponse par rapport à cette synthèse? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, bon ben voilà, on a une commande maintenant qui est issue de la concertation et on y répond, ou bien est-ce que vous vous accordez la liberté, qui me paraît essentielle, de dire, ben là, on nous a demandé une connerie. Enfin, je suis un peu brutal, mais... Et donc, par rapport à ça, on ne va pas répondre à la demande et on va l'infléchir, en expliquant pourquoi et en l'argumentant, bien sûr. Mais ça c'est ma première question, c'est quelle liberté vous avez pris par rapport à la synthèse des demandes que vous avez fait remonter du terrain? Voilà. La deuxième question, alors, il y a des schémas directeurs et autres, il y en a de plus en plus, d'accord, on s'y perd, comme dit l'autre, personne n'y comprend rien. Hein. Au tribunal, le 6 janvier, au cinéma, le 8 janvier, c'est une incidente. Il paraît que c'est très bien, le film. On sait, je ne sais pas. Mais peu importe. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, en gros, PLU, SCOT, et puis schéma directeur régionaux, pour simplifier. Hein. Donc là, je comprends. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi il en faut un spécial pour l'Île-de-France et puis un autre pour les régions. Bon, mais peut-être que oui. Ce qui me fait dire, et ça, je ne l'ai pas vu dans votre exposé, c'est comment le schéma directeur de l'Île-de-France, il se positionne par rapport aux autres régions. C'est-à-dire, vous dites quoi? C'est quoi l'Île-de-France par rapport à la région, la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, ou par rapport au Grand Est? C'est-à-dire, on est les chefs, on est la plus grosse, on est les meilleurs, ou bien comment on s'articule avec les autres? Je ne l'ai pas lu. Oui, j'en ai pas parlé. Mais c'est dans le schéma. Alors, vos Attendez, deux questions. Ah oui, c'est vrai, vous avez dit 3 questions. Excusez-moi. La troisième, alors c'est une anecdote, mais ça c'est un clin d'œil à la SFU. Est-ce que vous connaissez Jean-Claude Nicolas Forestier? Moi, non, mais c'est pas parce que je le connais pas que... Parce que finalement, chaque fois, on réinvente l'eau tiède. Jean-Claude Nicolas Forestier, c'est un des fondateurs de la SFU, et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Grandes villes et systèmes de parcs ». Et il propose un système de naturation des villes en fonction de leur taille, de leur dimension, avec toute une série de... Et donc, sur vos 141 projets, il aurait sûrement trouvé à dire il en faut un 142e, ou celui-là, il est peut-être... Voilà, donc c'est pour les gens de la SFU. Oui, ok. Mais si vous avez du temps à perdre, pas à perdre. D'accord. Le bouquin de Jean-Claude Forestier est très intéressant.
intéressant. On avait plutôt évoqué Prost et Hénard avant que tu arrives. Pour répondre juste à votre dernière question, ces projets de parc qu'on a positionnés sur les cartes du SDRIF, en fait, on les a positionnés à la fois quand on savait qu'il y avait un projet qui était porté, tant qu'à faire, on l'a cranté. Comme il était porté, on le met dans le SDRIF et donc il faut bien le faire. Mais on les a surtout positionnés aux endroits carencés en espace vert. Non, mais j'ai bien vu. Donc l'objectif, c'est que les parcs existants, plus ceux à créer, ça fasse un maillage qui soit suffisamment costaud. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il avait raison, ce monsieur. C'est un vieux bouquin, et ça date du début du XXe. Mais son intérêt, c'est qu'il avait essayé de mettre en place une grille d'analyse, si vous voulez. Et il disait, avec 100 000 habitants, il faut au minimum un square tous les 10 000, enfin tous les 1500 habitants, un parc comme ci, et puis un parc urbain tous les. C'était ça qui est intéressant dans son bouquin, c'est qu'il avait essayé de calibrer les choses, quoi. Oui. Donc, je comprends que vous soyez, évidemment, votre réponse est légèrement pertinente, hein, mais ma question, c'était plutôt, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous avez un outil, sans que ce soit une grille intangible, mais est-ce que vous avez un outil comme ça qui dit, comment vous évaluez les carences? Oui, l'Institut Paris Région a toute une méthodologie. C'est publié en ligne sur la carence en espace vert. Ça se mesure sur tout un tas de critères. Donc nous, on se base là-dessus. C'est un sujet qui est travaillé depuis longtemps. Moi, j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est la super méthode, est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas, mais c'est très documenté. Voilà. Et donc nous, on est parti sur cet outil-là qui me paraissait quand même assez... non, mais je ne critique pas. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... oui. Je réponds à vos deux autres questions. Oui. La question de la liberté par rapport à ce qui est sorti dans la concertation. Ça m'intéresse beaucoup. C'est nécessaire d'avoir une liberté parce que, par exemple, la concertation, un des éléments qu'elle a montré, c'est, en gros, les gens ne veulent pas plus de logements en Île-de-France. Ouais. Parce qu'on est déjà très nombreux, parce qu'il y a plein de gens dans les trains, parce que les gens, ils ont envie de moins de promiscuité avec leurs voisins, pour tout un tas de raisons qui s'entendent. Pour autant, en Île-de-France, le diagnostic que fait l'État et que fait la région, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas bien logés aujourd'hui, qui vont très loin pour travailler, et que si on ne construit pas de logement, la situation de ces gens-là ne va pas s'améliorer. Et donc, on ne peut pas dire qu'en Île-de-France, il ne faut plus construire de logements. Il y a sûrement des endroits où... On dit dans le SDRIF que, par exemple, sur l'hypercentre de la région, donc l'hypercentre, c'est Paris et les communes, une vingtaine de communes mitoyennes de Paris, on n'a pas mis d'objectif chiffré de production de logements sur ces communes-là, parce qu'on a considéré qu'en fait, la densité de bâtiments était telle que l'îlot de chaleur urbain, il est monstrueux. Et donc, il faut construire des logements, mais on n'a pas mis de chiffres, parce que c'était trop risqué. On s'est dit, là, il faut d'abord privilégier la renaturation de la ville. Mais dans les autres territoires, on a mis des objectifs chiffrés de production de logements, alors que globalement, les gens m'avaient plutôt dit dans la concertation, nous, on ne veut pas de logements en plus, plutôt dans le sens, on est bien là, ne nous faites pas venir des gens en plus, on n'a pas forcément besoin. Donc oui, on s'est autorisé, mais quand on fait la concertation, on se dit que cette mesure-là qu'on porte dans le SDRIF, il va falloir l'expliquer, il va falloir beaucoup de pédagogie pour pouvoir la porter auprès des collectivités et auprès du grand public, parce que ce que nous expriment les gens dans la concertation, ils l'expriment aussi auprès de leurs maires. Et donc, les maires à qui on va demander de construire du logement, ils vont être mis en situation difficile par rapport à leurs habitants. Donc, la concertation, elle sert aussi à identifier quels sont les sujets qui sont acceptés, plébiscités, et quels sont les sujets sur lesquels il va falloir de la pédagogie. Un autre exemple, c'est, parce qu'en fait, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience des dimensions et de l'envergure d'une mesure. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait davantage d'énergie renouvelable. Ça, tout le monde est d'accord. Mais par contre, il y avait assez peu de gens qui étaient d'accord pour le fait qu'il faille faire des constructions supplémentaires, y compris sur les champs, pour produire cette énergie renouvelable. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, si on utilise la ville existante, ça suffit. Alors, il faut déjà utiliser la ville existante. Clairement, il faut faire beaucoup mieux que ce qu'on a, il n'y a pas de doute. Mais le diagnostic que nous, on a fait, c'est qu'en fait, ça ne suffirait pas. Ouais, en Île-de-France, compte tenu des ressources, même si on utilise, parce qu'en fait, il y a aussi des endroits très patrimoniaux avec tout un tas de protections où on ne peut pas mettre tout un tas d'installations. Ouais. Et donc, le gisement en Île-de-France, si on prend les sites urbains existants, il faut les prendre, c'est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc là, on s'est autorisé quand même à prévoir des extensions urbaines pour l'énergie, alors que les gens nous disaient, on n'en veut pas trop. Et ça, c'est nouveau, non? Ça n'était pas dans l'ancien SDRIF. Oui, en fait, ce n'était pas dans l'ancien SDRIF, parce que l'ancien SDRIF, la différence entre celui-ci et l'ancien SDRIF, il y avait un certain nombre d'objets qui ne comptabilisaient pas. Il disait, il y a un certain nombre de sujets, c'est hors champ,
Mais nous, avec la loi climat et résilience, on est obligé de tout compter. On est obligé de tout prévoir, donc y compris les installations d'énergie renouvelable. Donc oui, on s'est autorisé des marges de manœuvre par rapport aux résultats de la concertation. On a essayé d'y être le plus fidèle possible, mais quand ce qui ressortait de la concertation, ça montrait juste qu'il y avait un décalage entre la perception des gens, l'acceptabilité d'un sujet et le diagnostic qu'on faisait des mesures qu'il fallait prendre pour que l'Île-de-France ne soit pas dans une impasse sur ce sujet-là à horizon 2040, on s'est quand même autorisé. En tout cas, moi, j'ai proposé à mon exécutif de porter la mesure malgré le fait qu'elle n'était pas populaire. Donc après, l'exécutif tranche oui ou non, mais on s'est quand même autorisé cette marge de manœuvre-là. Et votre deuxième question sur le SDRIF et les autres régions. Alors pourquoi il y a un régime particulier pour l'Île-de-France? Je pense que c'est juste le poids de c'est l'histoire. En Île-de-France, il y a un aménagement régional qui est au départ fait par l'État, hein, depuis, vous le savez sûrement mieux que moi, au moins 60 ans. Les SRADET, leur première génération dans les autres régions, c'est 2017. Autant dire qu'il y a 50 années d'avance dans la région Île-de-France. Du coup, en fait, on est, nous, sur un schéma qui est vraiment, qui a des orientations assez fortes, qui est assez précis, qui est un schéma, c'est pas juste il faudrait que, ce serait bien si tout le monde allait dans ce sens-là, c'est des mesures assez prescriptives. Peut-être les SRADET arriveront vers ça un jour, mais il faut passer 2-3 générations de SRADET. Les autres régions, c'était des grandes régions qui se sont créées à partir de plusieurs plus petites régions. Donc déjà, il fallait que la région existe en elle-même. Et puis, les collectivités locales des autres régions n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir une région assez, un peu directive. Donc, cette habitude-là existe en Île-de-France. Par le passé, c'était l'État qui était directif. Pour autant, nous, on a essayé que ce côté, la direction donnée par la région, le travail soit fait vraiment en lien étroit avec les collectivités pour que le projet soit accepté. Et globalement, en fait, voilà, un peu quand on discute avec les collectivités, quel que soit le parti des maires, ils reconnaissent qu'il y a eu un très gros travail fait par la région pour faire un projet vraiment fin dans la dentelle. On ne peut pas satisfaire toutes les demandes de tout le monde parce que sinon, on ne fait pas le virage qui est attendu, mais qu'on a vraiment poussé le travail loin pour faire que le projet soit faisable. Et si vous écoutez, par exemple, voilà, le sujet du ZAN, ça sort beaucoup dans les médias, mais ça ne sort pas beaucoup en Île-de-France. Je pense pour 2 raisons, parce qu'on n'est pas soumis au rythme de -50 à horizon 2031, qui en vrai n'aurait pas été faisable en Île-de-France. C'était pas dans le champ des possibles techniquement. Et puis parce que ce schéma, du coup, il y a plus de souplesse accordée à la région et on l'a beaucoup travaillé avec les acteurs. Et votre dernière question sur qu'est-ce qu'on dit dans le SDRIF par rapport aux autres régions? En fait, on a une dimension de coopération interrégionale ou d'articulation interrégionale avec les autres régions qui est portée sur un certain nombre de politiques, par exemple la logistique, la mobilisation des ressources et les flux de ressources. Il y a des sujets qui s'y prêtent pas trop, mais il y a des sujets qui s'y prêtent bien. Et donc, on a essayé de les articuler sans forcément pouvoir aller très loin dans les mesures réglementaires, puisqu'en fait, on ne peut rien imposer aux autres. Mais on incite les acteurs des 2 côtés de la limite régionale à travailler ensemble. Et donc, on porte ça, je vous dis, sur les dimensions biodiversité, les dimensions ressources en eau, ressources minérales, logistique. Je pense que c'est les principales. Ouais. Mais on fait ça avec les SRADET limitrophes, hein. On ne dit pas grand-chose à la Nouvelle-Aquitaine. Et après, c'est quand même une question qui était ressortie dans la concertation. Il y avait un certain nombre de gens qui reprochaient à la région de vouloir être trop conquérante, de vouloir, entre guillemets, attirer tous les emplois pour elle et de désertifier le reste de la France. Et en fait, il y a vraiment ce débat, ce sujet qui est venu dans le débat. Alors, on a expliqué que ce choix-là, ce constat-là, c'était pas que un choix de la région. Il y avait un certain nombre de politiques nationales qui avaient mis un certain nombre d'infrastructures en Île-de-France où tout le monde passait par là. Donc, il fallait tenir compte de ce qui existait et que, en fait, la dynamique démographique de l'Île-de-France, elle reposait beaucoup sur une dynamique, en fait, de gens qui, le principal, c'est une dynamique naturelle. En Île-de-France, on fait plus d'enfants, le solde naturel, démographique naturel est plus fort qu'ailleurs, et qu'on avait une forte dynamique d'immigration, de gens qui venaient de l'étranger. Par contre, en fait, l'Île-de-France perd des habitants au profit des autres régions.
Ouais, Donc ouais. voilà. Mais c'est un vrai sujet, ça, mais c'est un sujet que la région Île-de-France ne peut pas traiter toute seule dans son SDRIF. Oui, bien sûr. Il faut que Ouais, l'État bien sûr, bien sûr. porte, enfin l'État ou une structure nationale porte quelque chose parce que la région, elle ne peut pas le porter toute seule, ça. Valérie, on a encore 3 mains levées et moi, je Oui, voudrais poser une 4e peut-être question après. Donc, on s'approche en même temps de la fin. oui, On va déborder un peu, mais voilà, si on peut être assez rapide court dans les réponses, oui. dans les questions-réponses pour essayer d'embrasser le maximum de sujets. Et puis, voilà, on pourra évidemment y revenir dans un autre format s'il faut. Donc, je te passe la parole, Emmanuel. Oui, merci Valérie de cette présentation. J'ai trouvé que vous donniez une vision qui était plutôt technique et que politique du SDRIF. Donc ma première question, elle est sur ce sujet-là. Quelle est la vision politique qui est portée par la présidente de la région? Je la croyais plus libérale, à vrai dire, et j'ai trouvé un document que vous nous présentiez plutôt dans l'air du temps, assez classique, assez consensuel et pas avec pas beaucoup de rupture. En particulier, c'est notamment le cas au travers des 2 objectifs de sobriété et de polycentrisme que vous avez indiqué, et de la place de la question environnementale qui paraît un peu l'alpha et l'oméga du sujet, alors que dans ma vision, ça devrait être que l'alpha. La question environnementale, c'est une obligation, mais ce n'est pas une fin. De faire attention à l'environnement. En tout cas, tel que je vois les choses. Et en particulier, il y a un autre sujet qui n'est pas du tout abordé dans ce que vous nous avez dit, c'est la question de la lutte contre les ségrégations socio-spatiales et maintenant socio-ethno-spatiales, qui est, je pense, un très, très grand drame de l'Île-de-France et qui n'apparaît pas du tout, notamment, par exemple, par une nouvelle répartition des grands équipements en Île-de-France. Où sont les nouveaux CHU? Où sont les nouvelles grandes salles de spectacle ou de sport? Où sont voilà, les nouvelles universités, etc. On ne voit pas du tout ça. Puis j'avais plein de petites questions subsidiaires à cette question essentielle. Je vais juste vous en dire une ou deux. Quel est le modèle économique quand on dit qu'on veut faire 2/3 de logements abordables? Quel est le modèle économique? Où on trouve l'argent? C'est bien de donner des incantations, mais où est le modèle? Et puis, quid de Disney? Enfin, Disney, c'est encore, je crois, 1500 hectares possibles à urbaniser. Est-ce qu'on arrête voilà, si on décide de faire Lausanne, est-ce qu'on stoppe Disney, l'extension de la ville en Seine-et-Marne, ou bien la désimperméabilisation, enfin, versus les squares, les espaces verts? Est-ce que le SDRIF donne des indications? Alors, Ça ça va va être être dur de répondre difficile, rapidement, mais hein. oui, voilà. C'est pas grave, On va- si vous voulez, on en reparlera. On Oui. peut peut-être reprendre. Non, je pense Voilà. que le principal point, c'est effectivement sur la spatialisation des ségrégations sociales. Oui, oui. Je pense Alors, qu'il y a... enfin, ayez conscience que ce que je vous ai présenté là, c'est très partiel parce que je ne pouvais pas tout vous présenter dans le timing. Il y a des dimensions tout à fait sur la réduction des inégalités territoriales dans le SDRIF. J'en ai pas parlé du tout parce que j'ai sélectionné 3 sujets, Oui, voilà, mais que j'aurais pu D'accord. prendre celui-là, mais je ne l'ai pas pris parce qu'il fallait bien en choisir. Ce sujet de résorber les inégalités territoriales, il est traité dans le SDRIF. Il faut quand même se dire que c'est un sujet très difficile parce que le SDRIF, il traite des politiques foncières. Les politiques foncières permettent une chose, mais elles ne font pas tout. Et c'est pas parce qu'on a réservé un espace qu'ensuite, enfin voilà, il y a une histoire de peuplement, il y a une histoire de capacitation des ménages, et ça, c'est pas dans le champ du SDRIF. Donc on a été jusqu'où on pouvait aller dans notre champ. Il y a dans ce schéma, et cette dimension-là, moi c'est normal, je vous ai fait une présentation technique, je suis pas politique. La présidente, elle le porte, cette dimension de rééquilibrage, de limiter les ségrégations territoriales. Donc c'est bien dans le document. C'est dans le document dans 2 dimensions. Une dimension de mieux répartir la production de logements sociaux pour les populations les plus modestes. Ça, c'est une priorité forte de la présidente que les logements pour les personnes les plus modestes ne soient pas concentrés dans les mêmes zones, qu'ils soient plus répartis dans l'ensemble du territoire régional. Sur la répartition
ce dont les populations ont besoin. Il y a certes les équipements. Alors, ça, c'était un parti pris de la région de ne pas cartographier les nouveaux équipements type CHU ou centre universitaire. On aurait pu le faire, mais ce n'était pas le choix de l'exécutif régional de les cranter définitivement dans le ZRIF à cet endroit-là. Ce n'est pas parce qu'on ne les met pas qu'ils ne vont pas se faire, mais on n'est pas obligé de les figer définitivement pour 16 ans dans le ZRIF. La présidente a préféré garder une marge de manœuvre pour discuter avec les différents acteurs, dont l'État, de où seraient implantés ces équipements. Donc, on a choisi de ne pas les mettre. Par contre, sur le sujet, par exemple, de la carence en espaces verts, là, les espaces de nature pour se ressourcer, là, on les a bien identifiés parce que vous avez quand même des territoires dans le 93 où il y a des gens pas très favorisés qui n'ont pas beaucoup d'espaces verts. Donc, on a essayé de répondre à cette problématique-là avec les outils qu'on avait et en respectant les choix de l'exécutif régional d'investir certains axes et de ne pas d'en investir moins. La désimperméabilisation, il y a tout un tas de mesures dans le ZRIF là-dessus, ça c'est très traité. La question de Disney, en fait, Disney, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est une opération d'intérêt national. Et le ZRIF, il est obligé de permettre les opérations d'intérêt national. Donc, l'opération de Disney, elle est prévue dans le ZRIF, elle se fera pas. Mais juridiquement, de toute façon, le ZRIF, il ne tient pas s'il ne permet pas Disney. La question, elle était dans quelle envergure c'est le projet Disney. Mais là, vous avez une convention signée entre l'État, la région, les départements et l'entreprise Disney qui cadre assez fortement les choses. Donc, on s'est tenu à ce qu'il y a dans Et on n'a pas posé le sujet. Ah si, on l'a posé. Mais une fois que vous avez conclu que juridiquement, c'est pas parce que ce que vous prévoyez dans le ZRIF, ça peut se faire ou ne pas se faire. Mais si vous ne le prévoyez pas dans le ZRIF, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a des choses qu'on a prévues, des projets qui sont rendus possibles par le ZRIF qui ne se feront pas, parce que le moment venu, ce sera plus... ce sera pas... Mais si ce n'est pas dans le ZRIF, c'est sûr que ça ne peut pas se faire, à moins de modifier le ZRIF. L'idée de la région, ce n'était pas d'avoir à modifier le ZRIF le jour où l'entreprise Disney se réveillerait pour je ne sais pas quoi. Donc, c'est rendu possible par le ZRIF, et ça se fera ou ça ne se fera pas. Chacun a son avis sur le fait que c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, juridiquement, on était obligé de le prendre en compte. Oui, très bien. Jean-Claude, merci. Petite question très courte. Très courte, merci Madame Delraux. D'abord, vous avez un joli nom. Et je me demandais si à côté de ce grand chantier dont vous vous avez rendu compte, qui est extraordinaire, il n'y avait pas en contrepoint croisé avec une approche de scénario avec des sociologues, des artistes, etc. Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous être en 2050? On voit en immobilier social qu'on ne consomme pas les mètres carrés aujourd'hui comme il y a 20 ans. Donc, beaucoup de choses vont changer dans l'ingénierie de la connaissance, la production de richesses avec les ruptures technologiques extraordinaires. Et je pensais, qu'est-ce qui se passe au Québec, en Suède, etc. Et aussi donc, à Joël Coqueline qui a publié depuis plus de 10 ans sur la démétropolisation. Il constate un phénomène qui a l'air sourd, mais qui existe, y compris Silicon Valley qui s'effiloche, etc. Il y a des grandes mutations. On ne sent pas l'interactivité, comme l'a dit le précédent intervenant, j'ai beaucoup apprécié, avec le reste du territoire français. Par exemple, bon, on est tous fiers de Paris, l'Île-de-France. Moi, je suis en province, mais j'ai 80% de mon activité est en Île-de-France, puisque c'est un électro-aimant formidable. Voilà, c'est de voir comment on vivra le béguinage, les colocations, les groupes affinitaires. On va vivre différemment, et donc les artistes sont des gens qui ont des choses à nous dire, parce que on n'a pas une représentation mentale. Nous, alors j'ai bien aimé les bus qui se déambulent et interrogent les gens, mais on dit toujours la même chose, quoi. Il nous faudrait plus de ci, plus de vert, plus de ci. Vraiment, imaginer des scénarios, c'est le rôle d'autres, voilà, de ces artistes et de ces sociologues. Alors, on avait pensé à cette idée de faire intervenir des artistes, parce qu'effectivement, de la population aussi. Alors, on avait pensé à faire intervenir des artistes pour la concertation, parce qu'effectivement, le média de l'art, c'est un moyen de toucher des gens qui... Enfin, c'est un moyen pour aborder des sujets, des gens qui sont pas dans le... qui n'est pas techno, qui fait appel au sens. Et la Commission nationale du débat public nous avait incité à faire ça. Et en fait, simplement, là, c'est une histoire de faisabilité dans le temps.
notre Ouais. schéma directeur, on a un calendrier qui est écrit dans la loi. Et ben en fait, et il est vraiment très tendu ce calendrier. On l'a fait, hein, mais moi, j'ai jamais travaillé autant de ma vie pendant 2 ans. C'était super dense. Et, et en fait, s'il avait fallu passer par des artistes, bah, il y a le temps de la création. Ça aurait été super, mais je pense qu'en fait, on n'avait pas le temps, compte tenu du Oui. calendrier qui était dans la loi, de passer par ce biais-là. Ça aurait été plus riche, mais après, on s'est rendu face à un principe de réalité et on a mobilisé des outils Ouais. qu'on savait créer rapidement, sans prétendre à ce qu'ils soient artistiques. Et Par contre, on a utilisé la mobilisation des gens par notre jeu de cartes. Voilà, ouais. c'est pas très artistique, mais enfin, c'est Peut-être plus. que la proposition de Jean-Claude peut avoir une suite parce que finalement, cette accumulation de retours d'autant de gens et de partenaires sur qu'est-ce qu'on va faire en 2040. Donc, vous l'avez fortement exploité pour faire le SDRIF dans le format du SDRIF. Mm. Mais finalement, on pourrait l'utiliser Oui. aujourd'hui avec plus de temps pour en faire autre chose. Oui, tout à fait. Et Tout à fait. effectivement, peut-être, c'est un peu aussi le grand regret qu'a eu tout le monde de ne pas pouvoir revenir sur les contributions des Gilets jaunes pour essayer de faire un portrait social. Voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit, mais on pourrait imaginer de rebondir en fait sur cette accumulation, cette photo finalement des souhaits de tout un univers francilien multi-cartes pour le réinterroger avec des moyens un peu originaux, comme celui des artistes ou de la science-fiction, pour imaginer beaucoup de choses en fait. On À avait ça, partir notre de... présidente, elle voulait un truc très science-fiction. Oui, voilà, ben, écoutez, en tout Mais cas, oui, mais pas dans ce vous faites... timing-là. En tout cas, si vous Un faites ça travail parallèle. aujourd'hui, on sera intéressé à la SFU pour y participer parce que c'est des choses qui nous plaisent bien. Allez, Elias, vas-y, puis Oui, après je pour tenterai la question est pas une beaucoup plus question, terre à mais... terre et technique. En fait, avec le haut degré de granularité dont vous avez fait preuve dans le cadre du SDRIF, quelle sera in fine la marge de manœuvre pour ceux qui vont rédiger les SCOT? Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà préempté énormément de questions, qu'on a déjà énormément donné de réponses et de trajectoires. Et quelle sera au final la possibilité pour ceux qui seront en charge de la rédaction des SCOT justement de réfléchir, voilà. Alors, c'est une vraie question. Moi, j'ai veillé pendant toute l'élaboration, en fait, à essayer de laisser le maximum de degrés de liberté au niveau local. Parce que si vous cadrez tout trop fort, ben, probablement vous allez dans le mur, hein, parce qu'on n'est pas omniscient et donc il y a un moment où vous vous trompez. Ce que ce document cadre, en fait, le SDRIF précédent cadrait au même niveau. On n'a pas été plus fort. La seule chose qu'on a rajouté en termes de contraintes au territoire local, c'est d'avoir identifié des espaces naturels, agricoles et forestiers sanctuarisés qui n'étaient pas possibles d'urbaniser. Ouais. Ça, le précédent schéma directeur ne l'avait pas fait, mais le risque qu'on se trompe là-dessus, on a pris les espaces de la ceinture verte vraiment dans l'agglomération. On peut se dire quand même que ces espaces-là, on ne peut pas se permettre de les urbaniser parce que c'est les seuls qui restent. On s'est dit qu'on ne se trompait pas trop là-dedans. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, c'est un schéma assez prescriptif hein, qui ferme un certain nombre de choses, mais le précédent l'était déjà. On n'est pas plus ferme. Et c'est beaucoup plus précis que les SRADET. Et donc moi, après, j'ai veillé. Il y a quand même des degrés de liberté qui existent. Je ne vous les ai pas détaillés parce que je n'avais pas le temps, mais dans les capacités d'urbanisation qui sont données, déjà, les pastilles que vous voyez sur le territoire, on dit il y a une possibilité de les bouger un peu. On les a mises à un endroit, mais on peut les bouger un petit peu. Il y a une partie des capacités d'urbanisation qui sont données au territoire, mais pas positionnées, donc il les met où il veut. Et les territoires peuvent se les mutualiser entre eux, par exemple, s'ils ont un SCOT. Là, ils peuvent se les répartir complètement, mais il faut avoir un SCOT. Et en Ile-de-France, il n'y a que la moitié du territoire qui est couvert par un SCOT. Si vous n'avez pas de document intercommunal, eh ben, il n'y a pas de moyen de les mutualiser. Moi, voilà, il faut qu'il y ait s'il y a des documents intercommunaux, ils vont se les mutualiser, il n'y a pas de problème. J'ai veillé, moi, dans ce document, à essayer à chaque fois que c'était possible de laisser un degré de liberté au niveau local pour qu'il puisse faire les bons choix avec les ressources qu'on lui allouait, parce que si nous, on allait trop serrer, forcément, à un moment, on allait dire n'importe quoi. Très bien, très bien. Oui, oui, mais oui. c'est effectivement, je pense, beaucoup plus précis qu'un SRADET qui va dire à tel SCOT, vous faites ce que vous voulez et vous avez vous avez un objectif de moins 45%.
En fait, nous, on a des outils déjà qui sont beaucoup plus précis, mais c'était déjà ces outils-là dans Oui. le SDRIF 2013. Et peut-être qu'aussi, en fait, en Île-de-France, on est à un niveau de contrainte tel sur le territoire qu'en fait, on a eu besoin dans le passé de ces outils précis. Par exemple, le précédent SDRIF et celui-ci indiquent des fronts verts. Donc, c'est des lignes qui sont tracées sur le territoire qui donnent des limites définitives à la progression de l'urbanisation. Bah, Oui, ça n'a c'est pas ça. été mis n'importe où, ça. Ça a été mis Alors, à des endroits je, critiques. je vais transformer ma question en ouverture pour tenter une conclusion. Mais en fait, j'avais travaillé sur le schéma d'aménagement régional de la Réunion, Mhm. où effectivement on retrouve tous ces éléments de front, etc. Mais en parallèle, on avait beaucoup travaillé pour fournir un guide en fait aux élus sur la capacité des tissus urbains à se densifier, puisque bon, on en revient toujours à cette question. Et c'était assez riche dans le sens où c'était la question que je voulais poser, mais on en fera un autre débat. Il y a beaucoup quand même de tissus pavillonnaires en Île-de-France. On avait démontré à La Réunion que dans la typologie des tissus, le tissu pavillonnaire était le moins densifiable finalement dans le jeu d'acteurs, dans les flux financiers, etc. Donc, toute cette restitution, en fait, on a essayé de la projeter à travers un rendez-vous de la SFU qui s'appelle Densité-Intensité. Et donc, pour répondre à la question aussi d'Elias, finalement, le passage de ces pastilles à quelque chose qui est un petit peu plus opérationnel et où il faut vraiment travailler, en fait, dans la capacité des différents tissus à se densifier et pas simplement de dire que les tissus les moins denses doivent plus se densifier, parce que souvent, c'est les moins denses qui sont le moins densifiables. Voilà, j'essaie de... Je ne sais pas si vous suivez. Mais bref, il y a un rendez-vous de la SFU qui traite de tout ça. Donc, finalement, la déclinaison maintenant de ce SDRIF environnemental dans les SCOT, dans les communes, etc., moi, j'invite finalement tous les gens qui vont travailler sur ce sujet-là à adhérer à la Société française des urbanistes, puisque voilà, on a travaillé en fait sur le ruissellement des échelles pour à la fin arriver à un PLU, hein, très concrètement. Et effectivement, cet ascenseur entre le 150 000 et la parcelle du PLU, eh ben, il faut quand même l'organiser, le structurer, etc. Il y a déjà des enseignements, mais on voit que les ambitions, quand même, à la fin, c'est de travailler avec moins d'espace. Donc, on a aussi fait des rendez-vous, évidemment, sur Lausanne. Et je pense que la nouvelle génération, maintenant, des urbanistes qui accompagnent la SFU et partout ailleurs, ben, elle est en train d'acquérir les méthodologies, les réflexes, etc., pour faire ça. Donc voilà, c'était un petit peu mon ouverture conclusive. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, Ça fait pas... Ce qu'on fait en ce moment, là, maintenant que le SDRIF est presque fini, c'est de rassembler, déployer tous les outils qu'il faut pour accompagner cette mise en œuvre. Parce que le SDRIF, c'est le voilà. cadre, mais ensuite, il faut plein d'outils. C'est des choses qui existent pour la plupart déjà, hein, des bons exemples à prendre. Voilà, mais c'est comme... Voilà. Enfin, C'est voilà, Non, un non, c'est bon mais un... sujet voilà. pour une autre conférence sur Ouais. les outils et le déploiement après vous. Oui, mais tu sais, en fait, on peut aussi relier les différents rendez-vous qu'on a déjà fait et qui traitent des différentes échelles. Il nous manquerait peut-être un rendez-vous sur l'échelle des SCOT. Voilà, pour arriver à avoir à peu près la panoplie utile. Donc, voilà, je vous propose donc de conclure. Donc, alors, avant tout, évidemment, Valérie, un immense merci. Je pense qu'on a Un grand passé un merci. moment vraiment incroyable avec vous. Et puis, c'est fantastique, en fait, d'arriver à comprendre tout ce SDRIF plutôt en une demi-heure avec vous, plutôt que de lire les centaines de pages qui le On a composent. essayé de le faire court et bien illustré, mais je vous avoue qu'il faut quand même les lire. Un grand, grand merci. Merci beaucoup également à Elias d'avoir initié et organisé tout ça. Merci aussi à Christina qui était avec nous aujourd'hui, qui a fait comme vous, Valérie, l'école des ponts et chaussées, voilà, que j'ai accompagné et qui va nous faire un rendez-vous fantastique au printemps sur les super blocs de Barcelone et leur transition, enfin la façon dont on pourrait les réaliser sur la ville de Lima. C'est ça, je ne me trompe pas, Christina?
Oui, oui, c'est ça, exactement. Très bien. Merci. Donc, il nous tarde Très aussi de t'écouter. On vous tiendra informé, évidemment, Valérie, de nos prochains rendez-vous pour que vous puissiez nous y rejoindre également. Voilà, donc après, dans les détails techniques, d'ici une dizaine de jours, à la fois la présentation et le débat seront sur notre chaîne YouTube. On relaiera ça sur le site internet et sur notre compte LinkedIn. Et puis, on vous tient évidemment informé, Valérie, quand tout sera déjà en ligne. Voilà. Ça marche. Voilà, encore une très bonne année à tout le monde. Si Et je peux me permettre, très, très grand merci. Laurent, le prochain Oui. rendez-vous, c'est sur la Guyane, Absolument, ben, très bien. le 19 février. C'est ça, Bruno? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Alors, on a un petit souci, c'est le 19 ou le 20? Ah, je ne sais plus. Pour moi, c'était le 20, et puis tu m'as fait un Bon, mail. c'est peut-être possible que c'est le On 20. le Excuse-moi. précisera. Excuse-moi. Et Elias, un petit mot de la fin peut-être? Mais bon, on va échanger. On va voir. Excuse-moi, Bruno, excuse-moi. Je pense que l'essentiel a déjà été dit et vraiment encore un grand merci Valérie parce que cette présentation nous a vraiment permis de prendre conscience de l'ampleur des enjeux. Oui. Donc, et aussi des innovations qui sont nécessaires pour aller dans cette trajectoire ambitieuse. Donc, Et de l'ampleur du encore un travail. Quand vous dites que vous n'avez jamais autant travaillé pendant 2 ans, on veut bien le croire. Oui, oui, c'est bien. Encore un grand bravo. Merci, Et merci bonne beaucoup. soirée. À très Et donc, bientôt. oui, rendez-vous le 20 février pour aménager la Guyane.